Et on reçoit ce matin Pascal Durand. Bonjour. Bonjour. Député européen Europe Écologie, ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez quitté le parti en février 2016. Vous vous êtes prêté à l'exercice de la revue de presse. Vous avez choisi 3 articles. Avant d'y venir, une petite question d'actualité. J'imagine que vous avez regardé jeudi le dernier débat qui opposait Yannick Jadot à Michel Rivasi, tous les deux opposés au second tour de la primaire écologiste. Ce sera d'ailleurs le 7 novembre. Vous soutenez Yannick Jadot en tant qu'ancien patron du parti. Vous attendez quoi de cette campagne finalement et surtout où peut-elle mener? On a entendu Yannick Jadot dire notamment qu'il n'y aurait pas de toute façon de président écologiste au final. Alors, du coup, c'est quoi votre avis? Non, enfin, moi, je pense que Yannick a raison d'avoir un vrai dialogue de vérité. Vous le savez, moi, je soutenais et je soutiens toujours Nicolas Hulot. Pourquoi ? D'abord et avant tout parce qu'il est en capacité de parler à l'ensemble de la population, pas simplement aux écologistes. Notre difficulté, c'est d'arriver à faire passer dans la société un certain nombre de sujets sur lesquels parfois on est vu comme crédible, mais pas nécessairement comme détenteur de la capacité à agir. Et puis, moi je trouve que Yannick a cette capacité de pouvoir un peu élargir le champ des questions écologiques. Je le vois tous les jours au Parlement européen, puisqu'on est tous les deux eurodéputés. Michel aussi. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, moi, de toute façon, j'ai beaucoup d'amitié pour eux, donc pour les deux. Simplement, je trouve que Yannick a une capacité un peu plus forte à s'exprimer vers l'extérieur. Étonnant quand même que vous preniez position dans cette primaire alors que vous avez quitté Europe Écologie Les Verts. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je reste un écologiste, je suis élu écologiste, je travaille tous les jours, y compris avec le parti Europe Écologie Les Verts. Si j'avais quitté le parti, c'est parce qu'à un moment, je considère que, et je ne suis pas tout seul à le penser, que les partis politiques ne sont plus en capacité de répondre seuls aux problématiques qui sont en train de se poser. On voit bien qu'il y a un recul des partis politiques dans la société. Quand on travaillait avec Nicolas Hulot, mais on l'a vu aussi quand j'ai travaillé avec Danny Cohn-Bendit en 2009, quand on a créé Europe Écologie, il y a un besoin d'ouvrir. Il y a vraiment un besoin d'ouvrir quand on reste bloqué à l'intérieur des partis politiques, qui sont nécessaires dans une démocratie. On perd toute une partie de la population. Donc je reste très proche d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, encore une fois, je continue à cotiser, mes cotisations d'élu. J'ai été élu par Europe Écologie Les Verts. D'accord, donc j'ai pas de souci. Mais simplement, je considère qu'il faut aussi agir en dehors des partis, et c'est un peu cette passerelle que j'ai essayé de faire. Bon, malheureusement, Nicolas Hulot a renoncé à se présenter, mais si Nicolas s'était présenté, il aurait bien fallu faire ces liens entre les partis politiques et la société civile. Et l'émission de Cécile Duflot, pour terminer, du coup, conforte votre vision. Enfin, moi, je voudrais pas parler de Cécile Duflot en particulier, d'autant plus qu'elle est en train de vivre une période personnelle qui n'est pas évidente. Simplement, je pense qu'effectivement, il faut que les partis politiques se remettent sérieusement en cause et essayent de comprendre pourquoi la classe politique, d'une manière générale, est un peu, je ne veux pas utiliser le mot trop fort, mais on va dire un peu inaudible. Ouais. Voilà. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez sélectionné 3 articles. Premier article paru cette semaine dans les pages Biodiversité du Monde. On apprend que plus de la moitié des vertébrés ont disparu de la surface de la planète en 40 ans. C'est le constat alarmant de WWF. Ouais. Alors, à qui la faute et que faire pour enrayer cette chute? Alors, clairement, à qui la faute? À l'être humain. C'est très très clairement notre action sur la planète, notre action sur la nature. Vous savez, juste avant cette revue de presse, il y avait des images splendides. Vous voyez des dauphins qui étaient en train de nager à côté d'un bateau. Il faut en profiter. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est que nos enfants puissent encore voir ces images-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un monde où les seuls animaux qui vont rester, ça soit dans des zoos ou dans des cirques, ce qui est évidemment dramatique. Alors, il y a plein de causes, notamment la pêche industrielle pour les mers, la chasse, le trafic des animaux, le fait qu'on urbanise et qu'on détruit les espaces naturels. On le voit en Afrique pour les gorilles, pour tous les grands primates. C'est dramatique. C'est la fin d'une grande part du vivant. Nous sommes un élément du vivant. Si on n'arrive pas à comprendre ça et si on continue à massacrer tout ce qui est autour de nous, que ce soit la nature, que ce soit les autres êtres vivants, mais on va perdre tout simplement notre capacité à vivre. Alors dans l'article, l'agriculture est surtout montrée du doigt. Est-ce qu'une partie de la solution ne vient pas aussi d'une prise de conscience citoyenne, c'est-à-dire mieux manger? C'est finalement à la portée de tous.
moi j'entends ça, je voudrais pas qu'on responsabilise ou qu'on culpabilise uniquement les gens. C'est un peu comme sur le diesel, si vous voulez. Il faut pas à la fois donner aux gens une absence de choix. C'est en réalité leur donner des produits qui sont des produits contaminés, qui sont produits dans des conditions industrielles absolument scandaleuses, que ce soit pour la terre, que ce soit pour les êtres humains, pour les agriculteurs, que ce soit pour les animaux dans les conditions d'élevage. Et en même temps, leur dire, attendez, c'est de votre faute. Il faut revoir le modèle de production agricole, notamment, bien sûr. Il faut revenir à du plus simple. On avait une agriculture de qualité. On voit bien que nos petits éleveurs, nos petits agriculteurs sont en train de mourir, sont en train d'être écrasés par une logique industrielle. Aidons-les, faisons en sorte de revenir à la raison, faisons en sorte de revenir à une agriculture et un élevage qui soit paysan au sens noble du terme. D'abord, ça repeuplera nos territoires, ça redonnera de la vie et puis ça donnera aux jeunes la possibilité de travailler sur la terre de leurs parents. Alors, deuxième article que vous avez sélectionné, publié dans Les Échos, Bruxelles veut lever le pied sur les normes vertes. On rappelle que la Commission européenne envisage d'être moins intrusive sur certains produits du quotidien comme les grille-pains ou encore les sèche-cheveux. L'objectif, c'est de redorer l'image de Bruxelles et de retisser le lien avec les Européens. Alors vous dites quoi ? Bonne idée ou fausse bonne idée ? Voilà, c'est typiquement la démago totale. C'est-à-dire que pour payer le Brexit et puis ce fameux « Ah oui, mais Bruxelles, ça réglemente les... Vous en êtes quand même conscient de ce poids des normes. Mais justement, quel est l'intérêt des normes sur le grille-pain, sur les sèche-cheveux ? C'est pas pour aller se mêler de la fabrication, c'est tout simplement pour dire « Essayons de faire en sorte qu'on consomme moins d'énergie en Europe ». La facture énergétique de l'Europe, ce qu'on importe, c'est 1 milliard tous les jours. 1 milliard par jour d'importation en Russie, d'Arabie Saoudite, d'Iran ou d'ailleurs. Olivier Mazerolle nous expliquait tout à l'heure qu'on a des rapports particuliers avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie, etc. Qu'est-ce que veut l'Europe ? L'Europe veut qu'on réduise notre consommation énergétique. Et ça passe par le petit outillage. Il faut savoir en gros que le petit électroménager sur l'Union européenne, c'est la consommation énergétique en un an de l'Italie. Donc vous voyez le lien. Donc bien sûr qu'il faut normer. Après, si on est dans la démago et si on vient dire « Ah bah oui, mais enfin vous me comprenez, l'Europe s'occupe des sèche-cheveux », les gens vont dire « Mais elle a mieux à faire ». Mais non, parce que l'énergie, c'est évidemment beaucoup d'argent. C'est une dépendance à l'égard de grands pays qui nous imposent après un certain nombre d'autres compensations. Et puis surtout, c'est de l'argent dépensé. Oui. Vous savez, on parlait de 450 € dans cet article des Échos. 490 € économisés par foyer par an. Par foyer et par an. 500 € par an, ils seraient mieux utilisés ailleurs. Donc oui, il faut que nos normes continuent à évoluer. Il faut qu'on défende cette Europe-là, qui est une Europe qui défend l'intérêt général. Celle-là. Et malheureusement, c'est celle qu'on est en train de détruire au profit d'une autre Europe dont on va peut-être parler maintenant, celle qui s'ouvre en grand aux multinationales. Avec votre troisième article, issu du blog de Jean Quatremer, journaliste qui vous faites le travail à notre place, c'est parfait, qui couvre l'actualité européenne pour Libération. Sur le CETA, l'enjeu, c'est la façon dont on va façonner la mondialisation au XXIe siècle. Le propos donc de Paul Magnette, c'est le ministre-président de la région wallonne, un peu la star de la semaine pour avoir tenu la tête aux institutions dans son opposition au traité CETA. Ce qu'il dit, Paul Magnette, c'est que la mondialisation a lieu et la question est de savoir donc avec quel type de règles elle se fera. Vous pensez finalement que les Wallons, ils ont montré la voie, la Wallonie qui est aussi grande finalement que 7 États membres de l'Union européenne. Oui, et surtout ce que la Wallonie nous a amené, pour une fois, c'est un débat. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est que l'Europe là, et c'est pour ça que j'ai opposé un peu cette Europe qui norme, qui essaye de définir des règles qui soient des règles européennes pour mieux vivre, d'une Europe qui négocie par derrière, sans aucun débat démocratique, des grands accords commerciaux qui sont des accords de libre-échange qui sont extrêmement dangereux. Ils sont dangereux parce que les tribunaux arbitraux vont avoir vocation à remplacer les tribunaux que nous connaissons et où on rend la justice au nom des peuples. Donc il y a ça, il y a les normes qu'on est en train de détruire. Et puis, alors on parlait de l'agriculture tout à l'heure. José Bové l'a très bien expliqué. Dans l'accord avec le Canada, il y a 140 appellations protégées. 140. Il y en a en Europe actuellement 1400. Donc, ça veut dire que quasiment 90% des appellations contrôlées actuelles vont tomber dans le cadre de cet accord avec le Canada. Voilà typiquement le genre de débat qu'il est nécessaire d'avoir. Les Wallons l'ont eu, le reste de l'Europe Vous regrettez que les Wallons n'aient pas résisté encore plus ? Et c'est comme tout à l'heure. Moi, je comprends qu'un tout petit pays tout seul
n'arrive pas à supporter une pression, parce qu'il a une pression, la Wallonie, tout le monde est venu expliquer depuis une semaine que ce petit État bloquait tout, etc. Ce que je regrette, c'est que la France, notamment, qui a là un rôle majeur à jouer, et puis par ailleurs, on a des liens historiques très forts avec la Wallonie, ne se soit pas imposée dans ce débat-là. C'est-à-dire, en gros, encore une fois, la France est absente de ce grand débat. Monsieur Valls est allé au Canada, on ne sait pas sur quel mandat. Moi, je n'ai vu aucun débat au Parlement national français, aucun vrai débat dans les médias sur ce qu'est le CETA. Et je rappelle quand même que le CETA, c'est en gros le petit frère, la grande sœur, appelez-le comme vous voulez, du TAFTA, du traité transatlantique, qui est pareil en négociation, sans que le moindre débat n'ait lieu. C'est extrêmement grave. On est en train de détruire l'Europe à travers sa capacité à réglementer et à faire en sorte. Olivier Mazerolle l'a dit tout à l'heure, l'Europe actuellement est faible sur le concert international. Ça n'est pas le moment de signer des accords de libre-échange. Merci beaucoup, Pascal Durand, d'être venu pour cette revue de presse sur LCI. Restez avec nous.